Il y a probablement des éléments dont je vais parler ici qui ont également été développés par Yves Guillaume en U1. Très honnêtement, j'en sais rien. On s'était réparti la charge avec il fait le premier principe, je fais le second et les équilibres. Et puis, ben voilà, on va avancer. Et puisque je fais le second principe, on va d'abord parler du principe 0. Il y a un principe 0. Oui, figurez-vous que les principes de la thermodynamique, on les a établis dans cet ordre-là. Le deuxième, puis le premier, puis le troisième, et puis on s'est rendu compte que si avant d'établir ces trois principes-là, on ne disait pas ce qu'est la température, eh bien tout le reste s'écroulait. Donc, comme on ne pouvait pas les renommer, parce que, bon, renommer, dire non, mais maintenant le deuxième il s'appelle troisième, le premier il s'appelle deuxième, etc. Et puis le premier c'est celui-là, c'était déjà trop tard. D'accord ? Les plis étaient pris. On a décidé de nommer le principe de base, celui sur lequel repose toute la thermo, le principe 0. Sous-entendu, sans celui-là, tout le reste n'existe pas. C'est la température. Donc, c'est la définition de ce qu'est la température. Et pour illustrer un peu ça, je vais prendre un exemple. On imagine d'un côté une piscine, 3000 litres. Probablement plus, là, vu la taille qu'elle fait, mais on s'en fout. De l'autre côté, une bouteille de 1 litre. La piscine est à 27 degrés. La bouteille d'eau, elle est à 28. Si on fait un calcul tout simple, un peu du style de ce que vous avez dû voir sur le premier principe, la quantité de chaleur. On simplifie un peu. La quantité de chaleur qui sont contenues dans les deux objets que vous avez là, dans les deux systèmes que vous avez là. Ils sont quasiment à la même température, d'accord ? Donc, on va juste arrondir un tout petit peu. Il y a 3000 fois plus de chaleur, quantité d'énergie thermique, dans la piscine que dans la bouteille. À un détail près, d'accord ? Pourtant, vous le savez, et on peut le mesurer, c'est la bouteille d'eau qui va fournir de la chaleur à la piscine, parce que sa température est très légèrement supérieure. Il y a 3000 fois plus de chaleur dans la piscine que dans la bouteille, mais c'est quand même la bouteille qui va fournir de la chaleur à la piscine. Oh, pas grand-chose, on est bien d'accord, hein ? Ça va faire monter la température de 1/3 millième. Mais ça va faire monter la température de la piscine de 1/3 millième, alors que la température de la bouteille, elle va descendre. Mais pourquoi ? Pourtant, quand on parle dans la vie courante, on dit aujourd'hui il fait chaud. On parle de chaleur. Pourtant, ce qu'on veut dire, c'est la température est relativement élevée. Quand vous dites que vous avez chaud, vous ne parlez pas de chaleur, vous parlez bien de température. Quand vous posez la main sur les plaques de bois que vous avez devant vous, là, qui vous servent pour écrire, ou sur le pied en métal qui les tient, les bancs sur lesquels vous écrivez, vous dites, ça c'est chaud, en tout cas c'est tiède, et le pied en métal, il est froid. Vous parlez de chaleur à chaque fois. Et pourtant, ce que vous sous-entendez, c'est la température de l'un a l'air plus importante que la température de l'autre. Dans le langage courant, on confond systématiquement les deux notions de chaleur et de température, qui pourtant ne sont absolument pas identiques, sont fondamentalement différentes. Elles sont liées, ça ne fait pas le moindre doute, mais elles ne sont pas équivalentes. Le corps qui est à la plus haute température fournit de la chaleur au corps qui est à la plus basse température. Et en fait, c'est ça la définition de la température. Rien d'autre. Rien d'autre que ça. Un système est à plus haute température qu'un autre système, si c'est ce système-là qui fournit de la chaleur au deuxième système. En gros, ça revient à ça, hein, schématiquement. J'ai un premier système qui est à la température T1, un deuxième système à la température T2. Si la chaleur est transférée du système 1 vers le système 2, c'est que la température de 1 est supérieure à la température de 2. Fin de la définition de ce qu'est la température.
Juste ça, une propriété du système qui définit dans quel sens va être échangée de la chaleur. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas de Kelvin, il n'y a pas de Celsius là-dedans. Il n'y a même pas de numérotation. Il y a juste, on compare deux systèmes. Si la chaleur va de l'un vers l'autre, c'est que la température de l'un était supérieure à la température de l'autre. Voilà, c'est tout, fin, c'est ça la température. Après, pour nous aider, nous pauvres humains, effectivement, on a créé des échelles, d'accord, qui nous aident à nous repérer. Mais ce n'est pas la définition de la température. Donc évidemment, si c'est la chaleur qui va de 2 vers 1, c'est que la température de 2 est supérieure à la température de 1. Et puis, peut-être encore plus important, s'il n'y a pas d'échange de chaleur entre les deux systèmes, on dira qu'ils sont à la même température et qu'on a un équilibre thermique. Et encore une fois, on prend la piscine de 3000 litres à 27, la bouteille d'eau de 1 litre à 27, elles sont à la même température. Il y a beau y avoir 3000 fois plus d'énergie thermique dans la piscine que dans la bouteille d'eau, il n'y aura pas d'échange de chaleur entre les deux. Ce n'est pas la quantité de chaleur qui compte, c'est la différence de température. Est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre ou pas? Et maintenant qu'on a défini ce qu'est la température, on peut définir le principe zéro, le principe fondateur donc de la thermo. Le principe de zéro, vous allez voir, vous allez trouver ça bête, forcément, si c'est la première fois que vous le voyez. Mais sans lui, il n'y a pas de thermo. C'est-à-dire que c'est tout un pan de la science et de la chimie qui s'effondre sans ce principe-là. De la chimie et même de la physique, d'ailleurs, en fait, parce qu'on est à la frontière entre les deux. Si les systèmes A et B sont à la même température, c'est-à-dire qu'ils n'échangent pas de chaleur, voilà ce que ça veut dire, que les systèmes B et C sont également à la même température, donc ils n'échangent pas non plus de chaleur, le principe zéro dit les systèmes A et C n'échangeront pas non plus de chaleur. Donc, ils sont à la même température. Ça vous semble une évidence, mais ça ne l'est pas au départ. Il y a des tas de phénomènes physico-chimiques qui ne répondent pas à cette exigence-là. D'accord? Là, c'est le cas. Et sans ce principe-là, il n'y a pas de thermomètre en particulier, d'accord? Mais ce n'est pas la seule chose qui nous manquerait, c'est qu'on ne pourrait pas faire tous les calculs qu'on fait effectivement sur la thermique. Pourquoi il n'y a pas de thermomètre s'il n'y a pas ce principe zéro? Et donc on ne peut rien mesurer. Il n'y a pas d'échelle de température, tout simplement. Celle qu'on utilise tous les jours, c'est celle de Celsius, qui date du milieu du 19e, qu'on utilise actuellement sous la forme suivante. La température de congélation de l'eau sous une atmosphère est définie comme étant 0 degrés Celsius. La température d'évaporation de l'eau sous une atmosphère, c'est 100 degrés. Et entre les deux, c'est réparti équitablement. Pourquoi 2 points? Parce que si on n'a pas 2 points, on ne peut pas définir la taille d'un degré. On ne peut pas définir la taille de 1 degré. D'accord? Et si on ne peut pas définir la taille de 1 degré, eh bien finalement, tout le système s'écroule. D'accord? Donc on a besoin de 2 points fixes. Une fois qu'on a ces 2 points fixes, qui pourraient être finalement n'importe quoi, il suffit de se mettre d'accord sur la position de ces 2 points fixes. Là, c'est ce qui a été choisi. Mais il y a une hypothèse excessivement forte qui a été faite par Celsius pour définir ces 2 points. L'eau gèle toujours à la même température quand la pression est constante. Qu'est-ce qu'il en savait à l'époque? Je vous rappelle qu'il est en train de définir ce qu'est un thermomètre, le truc pour mesurer la température. Donc, s'il est en train de créer un thermomètre, il n'a aucun moyen de vérifier qu'effectivement, l'eau gèle toujours à 0 degré sur son système, toujours à la même température, puisqu'il est en train de créer l'instrument de mesure qui permet de le vérifier.
C'est donc au départ une pure hypothèse de travail. L'eau gèle toujours à la même température quand on ne change pas la pression. Et c'est pareil, l'eau s'évapore toujours à la même température si on ne change pas la pression. Mais encore une fois, puisqu'il est en train de créer le système de mesure, il ne peut pas encore le vérifier. D'accord ? Mais c'est une hypothèse forte qui a été faite. Il trouve un phénomène physique dont il pense qu'il se déroule toujours à la même température. Sachant que température, c'est si tous les systèmes sont à la même température, il n'y aura pas d'échange de chaleur. D'accord ? C'est l'hypothèse de base. Une fois que ça c'est fait, sur son thermomètre, il a repéré les deux températures. Il crée 100 petites graduations à l'intérieur. Et puis ensuite, ce thermomètre, quand il le vend, j'arrive chez moi, je fais geler de l'eau, il y a de l'eau qui gèle, et je constate qu'effectivement, ça marque 0 degré. Ou 35, la 35e graduation. D'accord ? C'est le sens de degré. Degré, ça veut dire graduation. C'est-à-dire que ça n'a pas c'est pas autre chose qu'une graduation sur une échelle, c'est tout. Mais pas d'autre sens que juste une graduation sur une échelle arbitraire. Un petit détail d'ailleurs, Celsius n'a pas fait cette échelle-là. Celsius, son échelle, elle partait de 0 degré quand l'eau bout, 100 degrés quand l'eau gèle. Elle a été inversée plus tard. Et c'était pour des raisons philosophico-religieuses, d'accord ? Les chiffres négatifs, c'est pas bien, c'est le mal, c'est le diable. Et comme en Suède, parce que c'était un Suédois, il fait souvent très très froid, des températures négatives, il avait besoin d'en mesurer régulièrement. Alors que des températures dans l'air supérieures à 100 degrés, c'est plus rare quand même en Suède. D'accord ? Donc il a préféré l'inverser, comme ça, quand il faisait froid, il n'avait que des températures positives, et c'était plus satisfaisant dans l'ordre des choses, et dans un monde parfait, sans cette aberration que sont les nombres négatifs. Ça a fini par disparaître, d'accord ? Nous, on ne trouve pas ça aberrant, des chiffres négatifs, mais à l'époque, c'était une nouveauté, et cette nouveauté choquait les esprits. Voilà. Donc, notre échelle à nous, elle est dans ce sens-là, elle a été remise dans le bon sens. Mais ce n'est pas la seule échelle de température qui existe. Vous savez qu'il y a une échelle thermodynamique. Et on l'a déjà vu ensemble. Quand on a étudié la loi des gaz parfaits, vous vous rappelez, on a vu deux graphiques qui ressemblaient à ça, où on faisait varier la pression en fonction de la température, ou il y en avait une autre, c'était le volume en fonction de la température. Mais je vous avais dit, on arrive à la même conclusion quand on poursuit les lignes qu'on est en train d'obtenir. Elles se croisent toutes à la même température. On les poursuit avec la règle, parce qu'on ne peut pas le faire physiquement. Il y a un moment où les gaz se condensent, d'accord ? Mais si on les poursuit, on obtient systématiquement toujours la même température. Moins 273,15 dans l'échelle de Celsius. Et Kelvin définira cette température comme étant la température dite absolue, du zéro absolu. On ne peut pas descendre en dessous. Il faudra encore quelques années pour comprendre pourquoi on ne peut pas descendre plus bas, d'accord ? Mais ça vient de là, cette température, cette échelle thermodynamique. On a donc déjà deux échelles, celle qu'on utilise tous les jours, nous, en France, les Celsius. Vous entendrez peut-être parler des centigrades, c'est quasiment la même chose, il y a un point de détail sur où se trouve exactement le zéro, d'accord, avec les centigrades. Et puis, cette échelle Kelvin, mais vous savez que dans le monde, on en utilise d'autres, d'accord ? Il y a des pays un peu bizarres dans lesquels on utilise, par exemple, les degrés Fahrenheit. Mais je vous ai dit, pour définir une échelle de température, il suffit de prendre 2 points, dire combien il y a de graduation entre les deux, et ça y est, on a une échelle de température. L'échelle Fahrenheit, elle est située avec 2 points. Le premier, c'est l'hiver le plus froid qu'il y a fait à Dresden quand Fahrenheit y habitait. D'accord ? Bon, c'est pas facile d'avoir ça sous la main quand on veut créer un thermomètre. Et puis, la température normale d'un cheval. On divise ça en 96. Pourquoi 96 ? Parce que 96, ça se divise par 2, puis ça se redivise par 2, puis encore, etc. Donc ça permet de faire des échelles qui avaient l'air plus satisfaisantes, tout simplement, plus satisfaisantes que 100. Et puis, vous avez l'échelle des Fahrenheit. D'accord ? 96 entre les deux, 96 graduations entre les deux. Mais on peut faire ce qu'on veut. On a eu aussi, longtemps, à l'époque de la Révolution en particulier, une échelle qui s'appelait Réaumur. C'était aussi le zéro
et le 100, les mêmes que Celsius, mais entre les deux, il n'y avait que 80 degrés. D'accord? Voilà. Donc, ce n'est pas une difficulté, on a plein d'échelles. Celles qui sont les plus utilisées actuellement, c'est les deux que je viens vous présenter ici. Donc, on a, nous, en France, et dans le reste de l'Europe, à part une île qui vient de se séparer de nous, d'accord, la chance d'avoir une conversion entre les deux échelles qu'on utilise tous les jours qui est très simple. On a juste à rajouter le décalage entre les deux, les 273,15. Quand on utilise d'autres échelles, en plus, il faut multiplier, il y a un facteur multiplicatif, un facteur correctif, d'accord, pour passer d'une échelle à l'autre. Ça doit être 4/9, je crois, pour les Fahrenheit, qu'il faut rajouter en plus dans le facteur de conversion. Toujours sur cette échelle thermodynamique, mais cette fois-ci, essayez de comprendre ce que c'est que cette température, ce zéro absolu. La chaleur, c'est de l'agitation atomique, de l'agitation moléculaire. S'il y en a, c'est que ça bouge, dans tous les sens. C'est une agitation désordonnée. Et on a déjà vu, aperçu, cette équation-là. D'accord ? J'en ai déjà parlé. Je l'ai glissée à un moment pour dire, quand j'expliquais ce qu'était la constante des gaz parfaits, d'accord ? En disant qu'elle est liée à la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, c'est le K que vous avez ici. Et si on regarde ensemble ce qui est indiqué ici, d'un côté, on a la température, c'est le 3,5 de kT. Et de l'autre, vous avez 1,5 de mv carré. Vous savez ce que c'est, ça ? C'est de l'énergie cinétique. D'accord ? Par contre, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une barre au-dessus du V. C'est la moyenne des vitesses. La moyenne des vitesses des particules. La température, à travers cette équation-là, nous indique que ce qu'elle mesure, c'est la moyenne des énergies cinétiques des particules qui sont en mouvement, qui sont agitées par ce qu'on va appeler la chaleur. La moyenne de ces vitesses. Si, au contraire de faire la moyenne, on additionnait toutes ces énergies cinétiques, ce que l'on obtiendrait, mais justement, c'est la chaleur, l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est la somme des énergies cinétiques. La température, c'est la moyenne de ces énergies cinétiques. 1,5 de mv carré, vous savez que c'est une énergie. 3,5 de kT, si on multipliait le K par le nombre d'Avogadro, ça ferait 3,5 de RT. RT d'un côté, une énergie de l'autre. Cette formule-là, elle est totalement apparentée à PV égale nRT, la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits découle de cette formule-là. Il y a un peu de statistiques à l'intérieur, d'accord ? Mais c'est PV égale nRT, ça, la loi des gaz parfaits, à l'échelle moléculaire ou atomique. C'est la même. De l'énergie d'un côté, de la température de l'autre. Le thermomètre, juste 2 minutes pour expliquer comment on le fabrique. Dans le cas des thermomètres où il y a un niveau qui change, mais on verra juste après comment on fait. Quand on est dans l'usine, on a donc un tube, un liquide à l'intérieur. Ce liquide va monter et descendre dans le tube. D'accord ? On plonge le thermomètre dans une solution qui est à 0 degré Celsius. Comment on fait ? Mais c'est tout simplement une solution où il y a de l'eau et de la glace. Voilà, tout simplement, c'est de l'eau et de la glace. On la plonge dedans, on fait un petit trait sur le thermomètre en bas. On la met ensuite dans de la vapeur, c'est-à-dire de l'eau qui est à ébullition, sous une atmosphère, on fait un petit trait, et ensuite, on fait toutes les graduations. Alors évidemment, ça, c'est ce que faisait Celsius quand il vendait ses thermomètres. Maintenant, c'est fait automatiquement, c'est les machines qui le font. Mais ça reste le principe de création. Et ça repose uniquement sur un fait. La distance qui va être parcourue par le liquide est proportionnelle à la température. Pourquoi ? Parce que cette distance, elle est proportionnelle au volume qu'occupe le liquide qui se trouve dans la petite boule en dessous. Ce volume est lui-même proportionnel à la masse volumique
de ce liquide. Sa masse, elle ne change pas avec la température, mais vous savez que les corps se dilatent et se contractent quand on change la température. Donc la masse volumique, elle va changer en fonction de la température. On a donc un lien indirect entre la température et la distance qui va être parcourue dans le petit tube. Et ce tube, il est extrêmement fin, de manière à ce qu'une toute petite variation, parce qu'elle est vraiment minuscule, une toute petite variation de volume conduise à une grande distance parcourue dans le tube qui est extrêmement fin. C'est le principe. D'accord ? Petite section, donc grande distance pour un volume donné. Voilà, donc c'est juste le principe. Et si ce n'est pas un thermomètre à mercure ou à alcool comme on a ici, le principe ne va pas changer. On va trouver une propriété physique qui est liée à la température. Et c'est celle qu'on va utiliser pour l'affichage, comme par exemple la conduction de certains matériaux. Le fait que certains matériaux produisent plus ou moins d'électricité à différentes températures. On mesure ça et on affiche ça sur le petit afficheur LED qui est lié au thermomètre. D'accord ? Les plus importants, c'est justement la conduction ou la résistance. Avec la température, la résistance d'un matériau peut changer. On a juste à mesurer cette résistance, on convertit ça en température et on l'affiche sur le thermomètre électrique.